L'arôme doux du riz jollof et des bananes plantains frites flottait dans l'air tandis que Maggie allumait la dernière bougie du gâteau d'anniversaire de Dominique. La table était parfaitement dressée. Son vin préféré, l'argenterie polie qu'ils avaient reçu en cadeau de mariage, et un modeste bouquet de lys blanc qu'elle avait cueilli elle-même. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge murale, 20h47. Il avait 2 heures de retard. Maggie regarda son téléphone, lisant et relisant le dernier texto qu'il avait envoyé 3 heures plus tôt, en retard. Ne m'attends pas, mais elle avait attendu. Elle le faisait toujours. Austin, leur fils de 7 ans, dormait déjà dans sa chambre, ignorant la tension qui montait dans la pièce voisine. Maggie passa ses doigts sur la nappe, les yeux vitreux. Ce n'était pas seulement le retard. C'était la façon dont son absence ne la choquait plus. C'était lentement devenu une routine. La clé tourna dans la serrure à 21h12. Maggie se redressa, le cœur battant, malgré elle. Dominique entra, l'air impeccablement élégant dans un costume bleu marine, la cravate desserrée pendant nonchalamment. Son téléphone était dans sa main, ses yeux rivés dessus. « Salut » marmonna-t-il sans lever les yeux. « Tu as mangé » Maggie se leva lentement de sa chaise, sa voix douce mais tremblante. « J'ai attendu. » Il leva les yeux, les sourcils haussés, comme s'il ne remarquait l'effort autour de lui que maintenant. « Tu n'aurais pas dû. Le travail a duré tard. » Elle sentit la légère trace de parfum sur lui, pas le sien. Quelque chose de floral, de chair. Sa gorge se serra. « C'est ton anniversaire, Dominique. » Il la regarda, indifférent. « Oui, je sais. Je suis épuisé, Maggie. » Il passa devant elle en direction de la chambre, sans même jeter un coup d'œil au gâteau. Pas même un merci. Alors que la porte de la chambre se fermait, Maggie resta immobile, retenant ses larmes. Elle éteignit les lumières, une par une, et s'assit seule à table dans le noir. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se précipita pas pour pardonner la blessure. Elle la laissa s'installer, lourde et tacite. Le gala de l'entreprise était le genre d'événement que Maggie appréciait autrefois, où elle se tenait fièrement aux côtés de Dominique, serrant la main des clients, sa présence reconnue comme le pilier de son ascension. Mais ce soir, l'atmosphère bourdonnait d'une familiarité perdue. La salle était une mer de costumes sur mesure et de robes de créateurs, les rires résonnant dans les flûtes de champagne, et Maggie se tenait maladroitement près de la table du buffet, serrant son sac à main comme un bouclier. Elle n'avait pas vu Dominique depuis leur arrivée séparée. Il avait insisté pour prendre une voiture différente, prétextant des appels professionnels. Ses yeux balayèrent la foule jusqu'à ce qu'il se pose sur lui et elle. Kendra, plus jeune, élégante, vêtue d'une robe rouge moulante qui scintillait comme du feu en fusion sous les lustres. Elle s'accrochait au bras de Dominique comme si sa place était là, riant trop fort à quelque chose qu'il disait, et posant sa main bien trop confortablement sur sa poitrine. Le souffle de Maggie se coupa, mais elle ne bougea pas. Elle ne le pouvait pas. Kendra la remarqua avant Dominique. Avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, elle s'approcha de Maggie, ses talons claquant à un rythme lent et délibéré. « Oh, vous devez être Maggie » dit-elle en repoussant une mèche de ses cheveux brillants. « Dominique parle de vous. »« Parfois. » Maggie força un sourire poli. « Enchanté de vous rencontrer. » Kendra pencha la tête, laissant ses yeux balayer Maggie de la tête aux pieds. « C'est rafraîchissant, vous savez. On ne voit plus beaucoup de femmes qui s'en tiennent au style traditionnel. C'est charmant, très vintage. » Sa voix était mielleuse, bordée de poison. Le cœur de Maggie lui fit mal, non pas à cause de l'insulte, mais de la façon dont Dominique les regardait en silence sans intervenir. Il sirota simplement sa boisson, les yeux indéchiffrables. Plus tard dans la nuit, Maggie se tenait seule sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. Elle se murmura. Quand suis-je devenue une étrangère dans son monde? Mais au fond, elle savait que cela ne s'était pas produit du jour au lendemain. C'était un effacement lent et silencieux. La semaine suivante, Maggie décida de surprendre Dominique à son bureau avec le déjeuner, comme au bon vieux temps. Elle équilibra soigneusement les contenants chauds à emporter en entrant dans l'immeuble élégant aux parois de verre, saluant timidement de la tête la réceptionniste, qui sembla trop surprise pour la saluer. Elle descendit le couloir et s'arrêta juste devant la porte de son bureau partiellement ouverte. C'est alors qu'elle l'entendit. La voix de Dominique, basse et amusée, filtrée par l'entrebâillement. « Maggie,
elle est inoffensive. Émotionnellement, c'est fini entre nous depuis des années. Elle est comme un vieux pull que je n'ai jamais jeté. Un collègue masculin rit en réponse, mais Dominique ne s'arrêta pas, c'est pratique, tu sais. Le gamin, la maison calme. Mais elle est périmée. Maggie se figea. Le monde bascula sous ses pieds. Ses mains tremblaient, le sac en papier se froissant alors que sa prise se relâchait. Un instant, elle se demanda si elle avait mal entendu, mais la voix de Kendra flotta alors, désinvolte et tranchante. Alors pourquoi ne pas la laisser partir? Maggie n'attendit pas d'entendre sa réponse. Elle retourna dans le couloir, les talons de ses chaussures claquant rapidement contre le carrelage. Mais le bruit dans sa poitrine couvrait tout le reste. Elle arriva à la voiture avant que les larmes ne coulent. Les mains agrippées au volant, elle fixa le tableau de bord sans le voir. Astérisque périmé astérisque. Ce mot résonnait sans cesse dans son esprit. Combien de sacrifices avait-elle fait pour lui? Combien de nuits était-elle restée éveillée à soigner leur fils, à trouver des excuses pour l'absence de Dominique, croyant que le problème était son silence? Ce soir-là, elle ne le confronta pas. Elle ne demanda pas d'explication. Au lieu de cela, elle prépara le dîner d'Austin, l'aida avec sa routine apaisante et lui lut son histoire du soir comme si de rien n'était. Mais lorsqu'elle se coucha à côté de Dominique plus tard, lui tournée de l'autre côté, ronflant légèrement, elle fixa le plafond pendant des heures, retenant une fureur qui n'était plus seulement de la tristesse. Quelque chose en elle se brisait, et autre chose s'éveillait. La pluie tapotait doucement contre la vitre tandis que Maggie tenait un linge frais sur le front d'Austin. Son corps brûlait de fièvre, ses membres tressaillant légèrement alors qu'il gémissait dans son sommeil. Le médecin avait dit que c'était une infection virale, rien d'alarmant, mais pour Maggie, chaque pic de température était un poignard dans le cœur. Austin ne parlait pas, pas de mots complets, juste de doux murmures et des gestes, mais ses yeux en disaient long. « C'est bon, mon bébé » murmura-t-elle en repoussant ses boucles humides. « Maman est là. » La nuit s'étirait sans fin. Elle changea ses draps 2 fois, nettoya le vomi en silence pour ne pas réveiller Dominique, et fredonna des berceuses pour l'apaiser. À 3h47 du matin, épuisée et pieds nus, elle s'assit par terre à côté de son lit, tenant sa petite main dans la sienne. C'est alors qu'un souvenir lui revint, le jour de son mariage. Dominique lui avait pris le visage entre ses mains, souriant avec des larmes aux yeux, et avait promis. Peu importe ce que la vie nous réserve, nous grandirons à travers cela, ensemble. Elle laissa échapper un rire amer. Cette promesse était maintenant un fossile. Elle avait grandi, mais seule. Il s'était retiré. Maggie appuya sa tête contre le matelas d'Austin, retenant des larmes qui refusaient de tomber. Son fils avait besoin d'elle d'une manière que la plupart des gens ne comprendraient pas, mais elle comprenait, intimement. Les thérapeutes avaient dit que son développement serait différent, mais Maggie voyait de la brillance dans chaque mouvement. Quand il fixait les lumières ou applaudissait en silence, elle ne voyait pas de retard. Elle voyait de la beauté. « Tu mérites un monde qui te voit », murmura-t-elle au petit doigt d'Austin, et pour la première fois, elle s'avoua quelque chose qu'elle avait profondément enfoui. Dominique avait cessé de les voir tous les deux depuis longtemps. Alors que la lumière du matin filtrait à travers les rideaux, Maggie se leva lentement, embrassa le front de son fils et se fit un vœu silencieux. Si Dominique ne protégeait pas le monde de leur enfant, elle lui en construirait un nouveau de ses propres mains, même si elle devait le faire seule. La première fois que Maggie vit Kendra assise dans le fauteuil de bureau de Dominique, ce fut comme un coup de poing silencieux dans l'estomac. Elle était venue déposer les boutons de manchette oubliés de Dominique. Il avait une présentation client majeure ce jour-là, mais lorsqu'elle ouvrit la porte du bureau, Kendra était là, les jambes croisées avec assurance, tapant sur l'ordinateur portable de Dominique comme s'il lui appartenait. Dès que leurs regards se croisèrent, les lèvres de Kendra se retroussèrent en un sourire narquois. « Oh » dit-elle en passant nonchalamment sa queue de cheval lisse sur une épaule. « Dominique vient de sortir. Mais ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. » Maggie cligna des yeux, la petite boîte en velours soudain plus lourde dans sa main. « Je pensais que c'était une présentation privée. » Kendra se pencha en arrière, imperturbable. « Ça l'est, mais Dominique a dit que j'apportais une perspective plus fraîche. Une pensée moderne, tu sais. » L'insulte était voilée, mais acérée. Maggie posa simplement la boîte sur le bureau et sortit, le cœur battant pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer.
La présence de Kendra devint plus envahissante de semaine en semaine. Des photos d'elle et de Dominique commencèrent à apparaître en ligne, lors de brunchs, d'événements caritatifs, de dîners d'affaires auxquels Maggie n'était plus invitée. Kendra avait une capacité déconcertante à se faire voir sans paraître insistante, et Dominique, malgré toute son ambition, semblait l'accueillir. Lors d'une fête de fin d'année du personnel, Maggie arriva vêtue d'une subtile robe émeraude qu'elle avait soigneusement choisie, pour trouver Kendra éblouissante en paillettes et enroulée autour de Dominique comme s'ils étaient le couple en or de la soirée. « Tu viens encore à ce genre d'événement ?» murmura Kendra avec un rire théâtral en passant devant Maggie pour prendre du champagne. Cette nuit-là, Maggie resta dans un coin près d'une table de dessert négligée tandis que les chuchotements bourdonnaient autour d'elle comme des moucherons. Elle a l'air fatiguée. Elle est tellement déplacée. N'est-ce pas la femme? Maggie ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle quitta simplement la fête sans un mot et rentra chez elle en silence, une nouvelle sorte de solitude s'installant. Une solitude qui ne mendiait plus l'attention, mais se préparait à partir. Maggie avait toujours cru qu'il fallait affronter les problèmes avec grâce, mais la grâce commença à lui peser. C'est un samedi matin auquel le trouva, un rouge à lèvres, écarlate, niché dans la poche de la portière de la voiture de Dominique, comme s'il y appartenait. Ce n'était pas le sien. Elle ne s'était pas maquillée depuis des semaines. Son souffle se coupa, et pendant un instant, elle le fixa, le silence autour d'elle aussi épais que du ciment. Quand Dominique sortit de la maison, enfilant sa veste, elle le brandit sans un mot. Son expression ne vacilla même pas de surprise. Il y jeta un coup d'œil, haussa les épaules et dit, « Ce n'est qu'un rouge à lèvres, Maggie. N'en fais pas toute une histoire. » Sa voix tremblait. « À qui est-il » Il la regarda avec cette sorte de pitié détachée qui lui brisa le cœur plus que la colère ne l'aurait jamais fait. « Tu le sais déjà. Ne jouons pas la comédie. » Sa poitrine se serra alors que son monde s'effondrait. « Tu me trompes » demanda-t-elle doucement. Dominique expira comme si elle venait de le déranger. « Maggie, tu t'es effacée. Toujours fatiguée, toujours prise par Austin. Tu as cessé d'être ma partenaire il y a longtemps. » Ses mains tremblaient. « Alors c'est de ma faute ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « J'ai tout abandonné pour cette famille, pour toi, pour notre fils. » Dominique détourna le regard. « Peut-être que ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de quelqu'un qui ne me donne pas l'impression de me noyer dans les responsabilités. » C'était ça. C'était la phrase qui poussa Maggie au-delà de la limite. Non pas parce qu'elle était cruelle, mais parce qu'elle était finale. Elle ne cria pas, ne jeta rien. Au lieu de cela, elle remit le rouge à lèvres dans la poche de la portière, entra dans la maison et ferma doucement la porte derrière elle. À l'étage, Austin fredonnait pour lui-même en alignant des blocs sur le sol. Maggie s'agenouilla à côté de lui et regarda ses doigts bouger avec une intention soignée. À ce moment-là, elle vit la vérité clairement pour la première fois. Dominique ne choisissait pas seulement une autre femme, il abandonnait la vie même que Maggie avait construite par amour et sacrifice, et elle ne laisserait pas cela la briser. La décision vint doucement, comme un murmure qui trouva enfin sa voix. Maggie ne cria pas. Elle ne donna pas à Dominique la satisfaction d'une sortie dramatique. Au lieu de cela, elle se réveilla avant le lever du soleil, ne prépara que ce dont elle et Austin avaient besoin, et fit le petit déjeuner comme n'importe quel autre jour. Alors que les œufs grésillaient sur la cuisinière, elle ne s'arrêta qu'une seule fois pour regarder la maison qu'elle avait transformée en foyer. Chaque rideau, chaque photo encadrée, chaque tiroir contenait un souvenir, et pourtant rien de tout cela ne lui semblait plus appartenir. Quand Dominique entra dans la cuisine en titubant, se frottant les yeux endormis, elle posa une assiette devant lui et dit, « Je serai parti avant midi. » Il cligna des yeux. « Parti où ?» Elle ne répondit pas. Il rit comme si elle plaisantait, mais il vit alors les sacs emballés près de la porte. « Tu es sérieuse ?» demanda-t-il, maintenant plus irrité que surpris. « Tu vas juste partir. » Maggie le regarda calmement. « Tu l'as déjà fait, Dominique. Je ne fais que rattraper mon retard. » Il ouvrit la bouche pour protester, mais rien ne sortit. Elle lui tendit une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvait une simple note. « Il a besoin de moi. Pas toi. Pas de menace. Pas de demande. Juste la vérité. » Alors qu'elle attachait Austin sur le siège arrière de sa voiture, le garçon jouant tranquillement avec son jouet,
elle jeta un dernier regard à la maison, à la vie qui lui avait lentement glissé entre les doigts. Dominique se tenait sur le pas de la porte, toujours torse nu, toujours incrédule, mais elle ne se retourna plus. Avec son fils sur le siège arrière et une route s'étendant devant elle, Maggie quitta l'allée. Elle ne savait pas où ils allaient. Pas exactement. Mais pour la première fois depuis des années, le silence ne lui semblait pas lourd. Il ressemblait à la liberté. Avec le départ de Maggie, le vide dans la maison et la vie de Dominique fut comblé presque du jour au lendemain. Kendra emménagea avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui croyait avoir mérité sa place. La maison changea aussi. Les murs neutres furent repeints dans des tons de bijoux audacieux. Les photos de famille de Maggie furent remplacées par de l'art abstrait, et la chambre d'Austin fut transformée en un bureau à domicile élégant. « Tu n'as plus besoin de toutes ces affaires d'enfant, » dit Kendra avec désinvolture, traînant une boîte de jouets d'Austin jusqu'au garage. Dominique, pris entre l'inconfort et la fierté, ne dit rien. Kendra combla le silence avec son rire, ses publications sur les réseaux sociaux, sa présence aux événements de l'entreprise. Elle portait les bijoux de Maggie comme des trophées. Dominique ne le remarqua jamais, ou peut-être qu'il s'en fichait. Lors du dîner d'entreprise suivant, Kendra s'assit avec confiance à la droite de Dominique, la place que Maggie occupait autrefois. Quand elle se pencha et lui murmura à l'oreille, les photographes capturèrent le moment, ses lèvres rouges contre sa joue, son léger sourire narquois. Les gros titres du lendemain bourdonnaient de spéculation. La nouvelle flamme de Dominique Carvey, l'ancien est dépassé. Kendra savourait l'attention. Il nous aime, dit-elle en faisant défiler les commentaires sur son téléphone. C'est comme si nous étions de la royauté moderne. En coulisses, elle avait également pris la place de Maggie dans son monde professionnel. Accueillant des clients, planifiant des voyages, assistant à des réunions qu'elle ne comprenait pas, mais faisait semblant. « Tu fais tellement de choses », lui dit un jour Dominique, à moitié sincère. « Bien sûr », répondit doucement Kendra en passant son bras sous le sien. « Je fais tout ce qu'elle ne pouvait pas faire. » Dominique ne le voyait pas encore. Mais les projecteurs que Kendra convoitait allaient bientôt commencer à brûler. Les chuchotements remplissaient les cercles sociaux dont Maggie avait autrefois fait partie. Sa disparition soudaine devint le sujet de conversations feutrées lors des brunchs et des bavardages de salon. A-t-elle fait une dépression, spéculaient certains. Peut-être qu'elle s'est enfuie, disaient d'autres. Elle ne pouvait pas supporter la concurrence. Kendra, toujours l'image de la confiance posée en public, ajoutait subtilement de l'huile sur le feu. Lors d'un événement dans une galerie d'art, lorsqu'on lui demanda si Maggie allait bien, Kendra sourit et sirota son vin. Maggie avait besoin de temps. Parfois, quand une femme se rend compte qu'elle ne peut pas suivre, eh bien, se retirer est la chose la plus gentille qu'elle puisse faire. Les journalistes l'aimaient. Les influenceurs l'adoraient. Elle était, à leurs yeux, la mise à niveau fraîche et élégante de l'épouse invisible et démodée. En privé, Dominique ne discutait pas de Maggie. Il évitait son nom comme s'il portait une malédiction. Mais les gens le remarquaient. Elle était autrefois le cœur de ces événements, murmura un ancien partenaire commercial. Il a l'air différent maintenant, plus froid. L'amie la plus proche de Maggie, Clara, essaya de la contacter, mais tout ce qu'elle reçut fut un bref message vocal. « Je vais bien. Je ne suis pas prête à revenir. » Cela ne fit qu'épaissir le mystère. Avec Maggie silencieuse et hors de vue, le récit de Kendra devint la vérité. Elle organisa des brunchs de charité, renouvela sa garde-robe tous les mois et commença à murmurer des suggestions sur la part de Maggie dans l'entreprise de Dominique. « Tu ne devrais pas être lié à quelqu'un qui a abandonné le conseil d'administration, dit-elle doucement, en sirotant un jus vert. Laisse-moi m'occuper des relations publiques, Dominique. Je sais ce qu'ils veulent maintenant. Et lentement, un commentaire cruel à la fois, l'identité de Maggie commença à disparaître du monde qu'il avait autrefois connu. Maggie arriva dans la petite ville inconnue avec 2 valises, un enfant fatigué et un cœur tremblant. L'appartement était modeste, peinture écaillée, lumière vacillante et plancher en bois qui craque, mais c'était le sien. « C'est notre maison maintenant, Austin. » murmura-t-elle en posant ses affaires. Il ne répondit pas, tourna simplement en un cercle silencieux, absorbant le nouvel espace. Les écoles voisines étaient soit surchargées, soit mépères. Isante. Une directrice parcourut le formulaire de Maggie et fronça les sourcils. « Nous n'avons pas les ressources pour les enfants avec des besoins spécifiques, dit-elle vaguement.
La poitrine de Maggie se serra, mais elle hocha la tête et s'éloigna, la main d'Austin dans la sienne. Cette nuit-là, après l'avoir bordé sur un matelas par terre, Maggie s'assit les jambes croisées et ouvrit son journal. Son stylo plana. La colère était toujours là, mais aussi une idée, faible, lointaine, mais grandissante. Les jours qui suivirent furent difficiles. Les centres de thérapie étaient chers, les listes d'attente interminables, et le compte en banque de Maggie diminuait rapidement. Elle accepta des travaux de dactylographie en freelance, des postes de support client de fin de soirée, et même du babysitting pour une voisine juste pour joindre les deux bouts. Chaque rejet ressemblait à une autre porte claquée au nez d'Austin, mais plus elle claquait, plus elle devenait déterminée. Un après-midi, alors qu'elle était assise dans un centre communautaire bondé, regardant Austin fredonner doucement en réarrangeant des pièces de puzzle avec une symétrie brillante, Maggie eut une révélation. « Et si je construisais quelque chose qui le voit » murmura-t-elle, la voix prise par l'émotion. Pas une école, une expérience. Un espace où les enfants comme Austin ne seraient pas mis de côté, mais célébrés. Elle regarda autour d'elle les autres mères fatiguées, les thérapeutes épuisés, les enfants seuls. Ses doigts commencèrent à esquisser sur une page déchirée de son carnet. Pas encore un plan, juste une vision. Mais c'était assez pour déclencher la guerre qu'elle ne savait pas qu'elle était prête à mener. C'était un mercredi matin frais lorsque Maggie entra à l'Académie Belgrove, une école prestigieuse dont elle avait lu des articles dans les forums de parents locaux. Elle serrait les formulaires d'inscription d'Austin d'une main et ses petits doigts de l'autre. Ils avaient mis leurs plus beaux vêtements, Maggie dans une douce blouse beige et Austin dans un polo bleu qui faisait ressortir la chaleur de ses yeux. Elle avait mémorisé chaque exigence, imprimé chaque rapport et répété ce qu'elle dirait lors de l'entretien. Mais il ne fallut que 5 minutes pour qu'elle réalise qu'il n'était pas pris au sérieux. La conseillère jeta un bref regard à Austin, qui traçait tranquillement des cercles sur le bord de son siège, puis dit « Nous n'avons actuellement pas l'infrastructure pour accueillir des enfants avec des retards cognitifs. » Le cœur de Maggie se serra. « Il n'a pas besoin de pitié. » dit-elle, luttant pour garder une voix stable. « Il a besoin de soutien. Il est intelligent. Il apprend juste différemment. » La femme lui fit un sourire de circonstance. « Je comprends. Mais nous devons aussi penser à l'environnement d'apprentissage des autres élèves. » Les ongles de Maggie s'enfoncèrent dans sa paume. Les autres élèves. Austin n'était pas une perturbation. C'était un enfant, son enfant. Dehors, elle s'assit avec lui sur les marches de l'école, retenant ses larmes. Austin se pencha contre son épaule, fredonnant doucement. Il ne savait pas qu'on venait de le refuser. Mais elle le savait. Et ce n'était pas le premier rejet. C'était la 5e école en 3 semaines. Maggie regarda le bâtiment, poli, doré, gardé, exclusif, puis baissa les yeux sur le garçon à côté d'elle, dont personne à l'intérieur n'avait même essayé de voir la brillance. « Tu n'es pas le problème, mon bébé » murmura-t-elle dans ses cheveux. « Le monde n'est tout simplement pas encore prêt pour toi. Mais il le sera. » Elle se leva, prit sa main et s'éloigna, non pas avec défaite, mais avec un feu grandissant dans sa poitrine. Si aucune école n'accueillait son fils, alors peut-être, juste peut-être, elle en construirait une. Cette nuit-là, le sommeil devint un luxe que Maggie ne pouvait pas se permettre. Après avoir mis Austin au lit, elle s'assit sur le sol du salon, une pile de cahiers, de crayons de couleur et de notes autocollantes tachées de café l'entourant comme une forteresse d'idées. Elle dessinait sans perfection, juste des pensées brutes, des lignes de ce à quoi une salle de classe pourrait ressembler pour un enfant comme Austin. Pas de bureau en rangée, pas de cloche bruyante ou de règles rigides. Juste des coins douillets, des horaires flexibles, des outils sensoriels et des enseignants qui voyaient réellement les enfants qu'ils enseignaient. Ses doigts bougeaient par instinct. Elle ne savait pas comment construire une école, mais elle savait ce qu'elle devrait ressentir. Chaque consultation ratée, chaque roulement d'yeux d'un directeur, chaque nuit où Austin s'était accroché à elle pendant une crise, tout cela se déversait à travers l'encre et l'imagination. À l'aube, son dos lui faisait mal, ses yeux étaient gonflés et ses mains étaient couvertes de graphite maculé. Mais elle avait quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis des semaines, une direction. Elle plia les pages d'esquisse en une pile soignée et murmura « C'est pour toi, Austin. » Ce matin-là, elle appela des thérapeutes locaux, des consultants en éducation spécialisée et même une directrice à la retraite qu'elle avait rencontrée au centre communautaire. La plupart ne répondirent pas. Quelques-uns furent polis, mais méprisants.
Cependant, dit, vous n'êtes pas folle. Vous êtes juste en avance sur votre temps. C'était suffisant pour la faire continuer. Chaque nuit devint un rituel. Dîner, coucher, puis des pages et des pages de rêves. Quand Austin se réveillait au milieu de la nuit, elle lui chantait doucement tout en continuant de dessiner d'une main. Il survivait d'amour, de courage et de nouilles instantanées. Mais lentement, les contours de quelque chose de puissant commencèrent à prendre forme. Elle ne concevait pas seulement une école, elle concevait une nouvelle réalité. 2 semaines plus tard, en attendant dans une clinique de thérapie bondée, Maggie griffonnait dans son carnet lorsqu'une femme se pencha et pointa du doigt. « C'est du zonage sensoriel, n'est-ce pas » demanda-t-elle avec surprise. Maggie leva les yeux pour trouver une petite femme aux tresses bouclées et un sac en toile tournesol lui souriant. « Oui » répondit prudemment Maggie. « Vous connaissez ça » La femme hocha la tête. « Orthophoniste. Je supplie les centres d'inclure un zonage comme ça depuis des années. » Elles parlèrent plus d'1 heure dans cette salle d'attente, leur voix basse mais animée. Maggie lui montra ses croquis. Les yeux de Sabrina s'illuminèrent. Ce n'est pas seulement bon. C'est révolutionnaire. Mais vous allez avoir besoin d'aide. Maggie sourit pour la première fois depuis des jours. Je n'ai ni budget ni bâtiment, juste une vision. Sabrina répondit sans hésiter. Alors construisons à partir de la vision. Je serai bénévole. Faisons du bruit. Cet après-midi-là, Sabrina suivit Maggie jusqu'à son appartement et s'assit les jambes croisées sur le sol, examinant chaque page comme s'il s'agissait du plan de quelque chose de sacré. J'ai travaillé dans tellement d'endroits où les enfants se perdent dans le système, dit-elle en tapotant un diagramme de la disposition flexible de la classe. Mais ça les rencontre là où ils sont. Elles restèrent éveillées après minuit, affinant les idées, notant des notes, se disputant sur les textures sensorielles et les coins tranquilles. C'était désordonné, chaotique et magnifique. Austin entra une fois dans la pièce, et Sabrina lui offrit une petite balle texturée de son sac. Il sourit, vraiment sourit, et les yeux de Maggie se remplirent de larmes. C'est la première fois qu'il se connecte avec quelqu'un d'autre que moi depuis des semaines, murmura-t-elle. Sabrina lui serra la main. C'est pour ça que nous faisons ça. Au lever du soleil, elles avaient un nom, le projet Austin. Maggie le regarda écrit en gras dans son carnet et sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Pas de la peur, pas de la douleur, de l'espoir. L'ancien centre communautaire de la rue Bramble était loin d'être idéal. Ses fenêtres étaient fissurées, les sols inégaux, et la peinture s'écaillait des murs comme une peau muant après des années de négligence. Mais pour Maggie et Sabrina, c'était un début. Avec l'approbation hésitante du directeur du centre, et sans loyer pendant 3 mois, elles s'approprièrent une arrière-salle poussiéreuse qui sentait légèrement la naphtaline et les rêves abandonnés. Sabrina y apporta des bacs de jouets thérapeutiques et des tapis insonorisants, tandis que Maggie peignait les murs dans des tons de terre doux pour apaiser les esprits surstimulés. Elle n'avait que 3 élèves le premier jour, 2 référés par des mères célibataires épuisées, et 1 par une thérapeute désespérée qui croyait au miracle. Ce fut désordonné dès le début. Un enfant criait de manière incontrôlable. Un autre se cacha sous une table pendant 2 heures. Austin tournait dans un coin et ignorait tout le monde. Maggie sentit le poids de l'échec s'insinuer à l'heure du déjeuner, mais quelque chose changea. Sabrina commença à parler à chaque enfant, non pas avec correction, mais avec curiosité. « Que vois-tu, Isaiah » demanda-t-elle doucement en s'accroupissant à côté d'un garçon qui n'arrêtait pas de battre des mains. Il pointa le ventilateur de plafond. « Ça bouge comme je me sens. » Elle hocha la tête, les yeux bienveillants. « Alors construisons autour de ça. » Maggie regarda avec admiration Sabrina tisser la compréhension dans chaque mot. Inspirée, Maggie commença à ajuster l'espace physique, ajoutant des poufs, des tapis texturés et des cabines douillettes qui encourageaient l'indépendance tranquille. À la fin de la semaine, les enfants n'étaient pas transformés, mais ils s'étaient calmés. Ils revinrent. Leurs parents aussi. Ils dorment mieux, murmura une mère, les yeux écarquillés d'un espoir prudent. Je ne sais pas ce que vous faites, mais n'arrêtez pas, Maggie rentra chez elle ce soir-là, serrant Austin contre elle, murmurant dans le silence. On y arrive, mon bébé. On construit ton monde. Et bien que les fondations fussent fragiles, elles étaient réelles. Elles étaient à elle. C'est arrivé un jeudi matin humide, alors que Maggie préparait des plateaux sensoriels remplis de haricots, d'eau et d'argile parfumée.
Austin était assis dans son coin préféré, tapotant tranquillement une balle spongieuse. Non loin de là, une enfant nommée Lily fredonnait une chanson qu'elle avait apprise de Sabrina. Maggie se tourna pour ajuster les rideaux, et quand elle regarda de nouveau, Austin riait. Pas un simple gloussement, mais un rire plein et joyeux, un rire qui remplit la pièce comme la lumière du soleil après des semaines de pluie. Son visage s'illumina, ses yeux se plissant de plaisir, alors qu'il regardait Lily faire rouler la balle vers lui. Maggie se figea. Le son était si étranger, si sacré, que son corps oublia comment bouger. Sa main se pressa contre sa poitrine alors que ses genoux cédaient, et elle s'affaissa lentement sur le sol, fixant son fils qui s'était transformé en lumière elle-même. Sabrina le remarqua aussi. « Tu as entendu ça » murmura-t-elle, retenant ses larmes. Maggie hocha la tête, la voix tremblante. Il rit, Sabrina. Il n'a jamais fait ça devant personne. Les autres enfants se turent instinctivement, sentant la magie du moment. Lily, sentant l'approbation, gloussa et fit rouler la balle à nouveau. Austin laissa échapper un autre éclat de rire et applaudit. C'était simple, c'était petit, et c'était tout. Cette nuit-là, Maggie s'assit à son chevet et l'embrassa une douzaine de fois sur le front. « Tu n'as pas à parler la langue du monde. » murmura-t-elle. « Je ferai en sorte que le monde parle la tienne. » Son téléphone vibrait de factures impayées et de mets ignorés, mais elle les ignora tous. Car dans cette pièce, dans ce rire, elle avait trouvé la preuve que ce qu'elle construisait n'était pas seulement un rêve. C'était une guérison, pour Austin, pour les autres, et surtout, pour elle. 3 semaines plus tard, un vendredi matin humide, une femme entra en titubant dans la salle de classe, l'air perdu et agité. « C'est la garderie » demanda-t-elle en s'essuyant la sueur du front. Maggie sourit gentiment. « Vous êtes dans la mauvaise pièce, mais vous pouvez attendre ici que quelqu'un vous guide. » La femme, serrant un dossier en cuir, s'effondra dans une chaise et commença à observer. Au cours de l'heure suivante, elle regarda un garçon avec un retard de langage à sortir des couleurs tandis que Sabrina le guidait doucement. Elle vit Maggie apaiser un enfant en pleine crise sensorielle avec rien de plus qu'une couverture lestée et de la patience. Puis Austin, silencieux et concentré, termina un puzzle tout en hochant la tête au son d'une musique douce en fond. Les yeux de la femme se remplirent de larmes. « Je n'ai jamais vu un espace comme celui-ci » murmura-t-elle. Maggie lui tendit un mouchoir et sourit. La plupart des gens non plus. Ce n'est que lorsque la femme se leva pour partir qu'elle se présenta. « Je m'appelle Clarisse. Je travaille pour la Fondation Branford. Mon patron recherche des programmes locaux avec du potentiel. » Les sourcils de Maggie se froncèrent légèrement. « Nous ne sommes pas une fondation. Nous construisons juste un meilleur espace pour les enfants qui sont négligés. » La voix de Clarisse s'adoucit. « Parfois, c'est exactement ce dont le monde a besoin. » Elle laissa sa carte et promit de revenir. Ce soir-là, Sabrina regarda Maggie alors qu'elle pliait des couvertures et essuyait des tables. « Tu penses que c'est réel » Qu'elle le pensait? Maggie fixa longtemps la carte dans sa main avant de répondre. « Je pense que les bonnes personnes commencent à nous voir. Et je pense que ce n'est que le début. » La graine avait été plantée, inattendue, non planifiée, mais pleine de potentiel. Maggie ne savait pas encore que l'étrangère avait ouvert la porte à une tempête d'opportunités. Mais ce qu'elle savait, c'était ceci, quelqu'un de puissant avait vu le monde d'Austin, et au lieu de se détourner, il était resté. Le bail était modeste, le bâtiment encore plus. Une structure en briques délavées, nichée entre une boulangerie fermée et un garage. Mais quand Maggie le vit, quelque chose au fond d'elle dit oui. Il avait de grandes fenêtres qui inondaient l'espace de lumière matinale et assez de pièces pour séparer les zones d'apprentissage, les coins de thérapie et un espace calme juste pour la décompression. La paperasse fut exténuante. Les cours raclèrent chaque centime qui lui restait. Mais lorsque le serrurier changea enfin l'enseigne de la façade pour y inscrire « Le projet Austin », Maggie se tint sur le trottoir, retenant ses larmes. Ce n'était pas seulement un nom sur une porte. C'était une reconquête de sa valeur, de l'identité de son fils, de chaque enfant à qui on avait dit « Nous ne sommes pas équipés pour les vôtres ». À l'intérieur, Sabrina dansait d'excitation en déballant des boîtes de fournitures données. « Ça y est, Maggie. C'est réel. Nous avons un bâtiment avec un nom. » Maggie, toujours calme, s'appuya contre le cadre de la porte et laissa le moment l'envahir. « Je ne pensais pas que nous irions si loin » murmura-t-elle. « Pas après tout.
Sabrina la poussa du coude. Tu n'es pas allé si loin. Tu as construit ce chemin. Elles accrochèrent des pancartes faites à la main, épinglèrent les dessins des enfants au mur et imprimèrent des brochures avec une véritable image de marque. Des brochures que Maggie avait conçues elle-même après avoir regardé des tutoriels YouTube tard dans la nuit. Le premier jour d'ouverture du nouvel espace, 6 enfants franchirent les portes. Leurs parents avaient l'air effrayés et épuisés, mais pleins d'espoir. Et quand ils virent le projet Austin, imprimé sur le mur, encadré d'étoiles brillantes et de phrases encourageantes comme « Ta place est ici », ils sourirent, timidement d'abord, puis avec soulagement. Maggie ne savait pas que cet humble espace deviendrait bientôt le cœur de quelque chose de national. Mais elle savait une chose, il ne s'agissait plus seulement d'Austin. C'était pour chaque enfant qui avait été un jour négligé. 12 mois passèrent comme un rêve entrelacé de nuits blanches et de petites victoires durement gagnées. La renommée du projet Austin se répandit comme une traînée de poudre sur les forums de parents, les groupes pour besoins spécifiques et les réseaux de thérapeutes. Au moment où le deuxième emplacement ouvrit à Greenville, Maggie avait cessé de se demander si elle en était capable. Elle savait qu'elle l'était. Les thérapeutes commencèrent à postuler pour des postes au lieu d'être suppliés. Les gouvernements locaux commencèrent à envoyer des références, et pour la première fois de sa vie, Maggie dut embaucher un directeur des opérations. Tu grandis plus vite que ton calendrier, taquina Sabrina lors d'une réunion du personnel. Maggie sourit faiblement. C'est ce qui arrive quand on construit quelque chose que personne d'autre n'a osé faire. Le troisième emplacement vint avec une liste d'attente. Le quatrième se trouvait dans une ville qu'elle n'avait même jamais visitée auparavant. Mais chaque fois qu'elle entrait dans l'un des centres et voyait un enfant rayonner en battant des bras librement ou en utilisant des appareils d'assistance sans honte, elle savait que l'expansion n'était pas une question de croissance. C'était une question de libération. Pourtant, Maggie ne se permit jamais de devenir inaccessible. Elle prenait les appels de mères dépassées à 2 heures du matin, répondait personnellement aux emails de remerciements et visitait chaque emplacement tous les mois, Austin toujours à ses côtés. Lui aussi avait grandi. Il répondait maintenant à son nom et utilisait des gestes pour communiquer ce qu'il aimait et n'aimait pas. Son monde s'était élargi, et le sien aussi. Lors d'une exposition nationale sur la parentalité à Chicago, une femme s'approcha de son stand et dit « Je suis votre histoire depuis ce post sur le forum l'année dernière. J'ai pleuré en voyant mon fils entrer dans votre centre et ne pas être traité comme un fardeau. » Maggie posa une main sur son cœur. Cela signifie plus que je ne peux le dire. Elle ne recherchait pas l'attention, mais l'attention vint quand même, sous la forme d'apparitions dans des podcasts, de mentions dans la presse et d'invitations à des panels. Ils veulent que tu parles au sommet mondial sur l'éducation. Dit Sabrina un matin, agitant une lettre officielle. Maggie prit lentement l'enveloppe. Son nom était imprimé en gras, Maggie Carvey, fondatrice et PDG du projet Austin. Elle murmura les mots comme une prière, et cette fois, elle ne se sentit pas comme si elle faisait semblant. Elle se sentit comme si elle était enfin devenue la femme qu'elle était toujours censée être. L'invitation arriva, enveloppée dans du papier de soie, gaufrée de feuilles d'or. Vous êtes cordialement invité à être une conférencière principale au sommet mondial sur l'avenir de l'éducation à Boston. Maggie l'a lu 3 fois avant d'oser y croire. Ils te veulent sur le même panel que des PDG du Fortune 100, dit Sabrina, les yeux écarquillés. C'est la cour des grands. Les mains de Maggie tremblaient légèrement alors qu'elle posait la lettre sur la table. Je n'ai même pas de tailleur de créateur. Sabrina ricana. Achète-en un, emprunte-en un. Couant un si tu dois le faire. Tu as mérité ta place. Ce que Maggie ne réalisa pas, jusqu'à une semaine plus tard, c'est que l'entrepre IS de Dominique sponsorisait également une partie du sommet. Il serait là. Kendra aussi. La pensée fit faire une pause à Maggie, non pas de peur, mais de clarté. Je n'y vais pas pour eux, se dit-elle à voix haute une nuit. J'y vais pour nous. Les semaines précédant le sommet furent un tourbillon. Des stylistes la contactèrent. Des publicistes demandèrent des pré-interviews. Des rédacteurs de magazines demandèrent des séances photos exclusives. Maggie refusa la plupart. Je ne veux pas devenir un symbole, dit-elle à Sabrina. Je veux juste être vue comme une mère qui a refusé de laisser son fils être effacé. Mais elle investit dans une chose, un tailleur blanc, élégant et minimaliste, avec des broderies argentées le long du col, inspiré de la forme préférée d'Austin, les étoiles. Le matin du sommet, elle se tint devant le miroir,
son reflet calme, radieux, et en rien semblable à la femme qui avait autrefois pleuré dans son volant devant l'Académie Belgrove. « Tu es prête, maman » signa Austin depuis le couloir. Elle hocha la tête et sourit. « Je le suis maintenant. » Aucun d'eux ne savait que ce qui les attendait n'était pas seulement un discours, mais une confrontation. Et quand Maggie entrerait dans cette salle de bal, personne, ni Dominique, ni Kendra, ni l'industrie, ne pourrait plus l'ignorer. Le dîner pré-sommet se tenait dans la grande salle de bal de l'hôtel Eden Hall, un lieu que Maggie n'avait vu que dans les magazines, le genre d'endroit où le pouvoir rencontre l'opulence. Elle franchit l'entrée, son tailleur blanc glissant sans effort tandis que des murmures suivaient dans son sillage. Les regards se tournèrent. Les conversations s'interrompirent. Pendant une seconde, tous les lustres scintillants et les robes tourbillonnantes semblèrent tomber dans un silence feutré. Elle garda la tête haute, chaque pas délibéré. En arrivant à sa table, Maggie les vit, Dominique et Kendra, assis 2 rangées plus loin, le rire s'échappant de leurs lèvres jusqu'à ce que Dominique se fige à mi-chemin de son rire. Ses yeux rencontrèrent les siens et le temps ralentit. Maggie ne sourit pas, ne broncha pas. Elle regarda simplement au-delà de lui et ajusta le poignet de sa manche. Mais les yeux de Kendra se plissèrent comme un poignard acéré. « C'est... » Maggie, murmura-t-elle, les mots lui restant coincés dans la gorge. Dominique ne répondit pas, il ne faisait que la regarder. La femme fatiguée qu'il avait laissée derrière lui ce soir-là n'était plus. Maggie semblait intouchable. Ses boucles naturelles encadraient son visage comme une couronne, et les détails argentés de son col captaient la lumière à chaque mouvement de son cou. « Elle a l'air différente », dit Kendra avec un tremblement dans la voix. « Non », marmonna Dominique sans la quitter des yeux. « Elle a l'air d'elle-même. » Maggie prit place à côté d'un autre conférencier, échangeant des amabilités pendant que les serveurs versaient du vin. Elle ne jeta pas un seul regard dans leur direction, mais la salle avait déjà ressenti le changement. Chaque fois qu'un invité demandait « Qui est-elle ?», on lui tendait une brochure avec son nom, le projet Austin, fondatrice et visionnaire, Maggie Carvey. Elle n'était pas entrée pour faire une déclaration. Elle était astérisque la déclaration. Et dans une salle remplie de PDG et d'innovateurs, il était clair que le vrai pouvoir ne se mesurait plus en plaques nominatives ou en gros titres. Il se portait avec assurance, et Maggie le portait comme une seconde peau. Le lendemain matin, la salle du sommet bourdonnait d'anticipation. Les participants chuchotaient à propos du panel principal, et plus particulièrement de la mystérieuse femme en blanc qui avait fait taire une salle sans prononcer un mot. Kendra ne pouvait s'empêcher de vérifier son poudrier, de lisser sa robe, d'ajuster son collier. « Détends-toi », marmonna Dominique, les nerfs à vif. « Elle n'est pas là pour nous. » Mais la vérité rendit Kendra encore plus agitée. Elle avait paradé avec confiance pendant des années, croyant que Maggie n'était qu'un écho du passé. Maintenant, cet écho était devenu un tonnerre. Quand Maggie entra dans la salle de conférence, il n'y avait aucun doute qu'elle n'était pas seulement présente. Elle était attendue. Les appareils photo flashèrent. Le personnel la guida vers le premier rang. Des inconnus hochèrent la tête avec révérence. Kendra agrippa le bras de Dominique. Elle essaie juste de se faire remarquer. Dominique ne répondit pas. Son regard resta fixé sur Maggie. Alors que les panélistes commençaient à se présenter, Maggie s'assit avec une assurance calme, écoutant, prenant des notes, s'engageant. Mais ce fut son tour qui fit de nouveau taire la salle. « Maggie Carvey », dit-elle dans le micro, mère d'un garçon brillant nommé Austin et fondatrice d'un programme qui existe parce que le monde nous a dit que nous n'avions pas notre place. Elle fit une pause, laissant les mots s'imprégner. Alors nous avons construit notre propre table. Une onde subtile traversa le public. La gorge de Dominique se serra. Kendra croisa les bras, son visage indéchiffrable. Après le panel, une petite foule se rassembla autour de Maggie. Certains lui demandèrent ses idées, d'autres sa carte. Mais la réaction la plus significative fut celle qui était invisible. La présence subtile et diminuée de ceux qui croyaient autrefois qu'elle était sans importance. Des chuchotements traînaient dans le couloir au passage de Maggie. Elle est incroyable. Pourquoi n'avons-nous pas entendu parler d'elle avant? Elle est l'avenir. Et quelque part derrière elle, Kendra le sentit, ce frisson d'insignifiance rampant le long de sa colonne vertébrale. Dominique n'avait pas dit un mot pendant la réception post-panel. Il se tenait près du coin de la salle de bal, un verre à la main, ses yeux suivant Maggie comme un homme regardant une tempête approcher.
belle, inévitable et hors de son contrôle. Elle se tenait au centre d'un cercle d'admirateurs, parlant doucement mais de manière décisive, ses gestes posés, son rire bas et élégant. Elle ne jouait pas un rôle. Elle était simplement. Et cette vérité le troublait plus qu'il ne pouvait l'admettre. Il se souvint de la femme qui attendait tranquillement à la porte, un dîner à la main, les yeux pleins de questions auxquelles il n'avait jamais répondu. Cette femme n'existait plus. Va lui dire quelque chose, siffla Kendra à côté de lui, sa voix teintée de jalousie. Tu n'arrêtes pas de la regarder comme un stagiaire amoureux. Dominique ne bougea pas, elle n'est plus à moi pour que je lui parle. Mais plus tard, alors que Maggie se dirigeait vers la sortie, Dominique s'avança sans réfléchir. Maggie, appela-t-il, la voix plus basse que prévu. Elle s'arrêta, se tourna, et leurs yeux se rencontrèrent. Pendant un instant, il la vit, non pas la figure publique posée, mais la femme qui était restée éveillée pour soigner leur enfant fiévreux, celle qui avait fait ses valises tranquillement et était partie avec dignité. Tu as l'air. Il s'interrompit. De la version de toi que je n'ai jamais méritée. Maggie cligna lentement des yeux. C'est parce que tu ne la méritais pas, sa voix n'était pas cruelle, juste honnête. Il fit un pas de plus. As-tu déjà pensé à nous? Ses lèvres se courbèrent en un petit sourire énigmatique. Chaque fois que je regarde Austin apprendre quelque chose que le monde disait qu'il ne pourrait jamais faire. Puis elle s'éloigna, le laissant dans une salle remplie d'applaudissements qui n'étaient plus pour lui. Et pour la première fois, Dominique réalisa ce que signifiait vraiment perdre quelque chose, non pas parce que c'était parti, mais parce qu'on ne l'avait jamais vraiment apprécié quand c'était encore là. Le sommet touchait à sa fin, mais Kendra n'en avait pas fini. Elle avait observé Maggie se déplacer dans les lieux comme si elle en était propriétaire, comme si chaque conversation se courbait vers son orbite, et la jalousie était maintenant une tempête dans sa poitrine. Elle rattrapa Maggie près de l'ascenseur, juste au moment où elle partait pour la soirée. « Drôle de te voir ici, » dit Kendra, son ton mielleux mais empreint de venin. Maggie se tourna, son visage composé. « Pas vraiment. J'ai été invitée. » Les yeux de Kendra se plissèrent. « Tu t'es certainement améliorée, n'est-ce pas? Tout ce glamour, le tailleur blanc, le récit parfait. Tu as bien réussi à faire semblant d'être une sainte. » Maggie ne répondit pas immédiatement. Elle étudia Kendra un instant, non pas avec dépit, mais avec un calme troublant. « Je ne fais pas semblant. J'ai juste cessé d'avoir besoin de l'approbation de gens qui ne m'ont jamais vu en premier lieu. » Kendra s'approcha, sa voix baissant. « Tu es parti. Tu as abandonné. Ne réécris pas l'histoire comme si tu étais la victime. » Le sourire de Maggie était subtil, mais il frappa comme une lame. « Je n'ai pas abandonné. J'en ai eu marre de me rétrécir pour entrer dans une vie qui n'était plus la mienne. » Il y avait un poids tranquille derrière ces mots, le genre qu'on ne pouvait contester. « Et je ne suis pas parti pour prouver quoi que ce soit à toi ou à Dominique. Je suis parti pour sauver mon fils et moi-même. » L'ascenseur sonna derrière elle, les portes s'ouvrant comme un point d'exclamation. « Tu ne me fais pas peur, Maggie, » marmonna Kendra. Maggie entra dans l'ascenseur et se retourna avec un dernier regard. « Tu n'as pas à avoir peur. Tu dois juste accepter que tu n'as jamais été une amélioration. Juste le remplacement jusqu'à ce que je devienne indéniable. » Les portes se fermèrent, laissant Kendra debout dans un silence bien plus bruyant que tout ce que Maggie avait dit. La salle de conférence était bondée, bourdonnant d'anticipation. Maggie se tenait derrière le rideau, attendant que son nom soit appelé. Sabrina, qui était venue pour le discours principal, lui serra la main en coulisses. « Ils n'ont aucune idée de ce qui va leur tomber dessus, » murmura-t-elle. Maggie expira lentement. Il ne s'agit pas de reconnaissance. Il s'agit de visibilité. Lorsque son nom résonna dans la salle, les applaudissements qui l'accueillirent furent tonitruants, mais ce fut le silence après qu'elle fut montée sur scène qui porta tout son poids. Sa présentation ne commença pas par des statistiques ou des graphiques. Elle commença par une vidéo. Austin souriant, plaçant des pièces de puzzle avec des mains stables, suivi d'autres enfants riant, apprenant et s'exprimant librement dans les centres du projet Austin. Puis vint sa voix. Le monde nous a un jour dit que nos enfants étaient brisés, qu'ils n'avaient pas leur place dans la salle de classe. Alors nous avons cessé d'essayer de nous intégrer et nous avons construit quelque chose qui leur correspondait. Son diaporama tissait ensemble des images,
des témoignages et des superpositions holographiques qui créaient une expérience immersive. Lorsqu'elle montra des images d'un enfant non-verbal utilisant la musicothérapie pour répondre émotionnellement, des reniflements résonnèrent dans toute la salle. « Nous ne demandons plus à être inclus, dit Maggie, son ton ferme mais plein de grâce. Nous vous montrons à quoi ressemble déjà l'avenir de l'éducation, et nous vous invitons non pas à rattraper votre retard, mais à contribuer. » Lorsque les lumières revinrent, la salle éclata en une ovation debout. Dominique se leva aussi, mais contrairement aux autres, ses applaudissements vinrent lentement, son visage indéchiffrable. Et Kendra? Elle resta assise, stupéfaite, les mains molles sur ses genoux. Maggie ne les regarda même pas. Elle quitta la scène pour tomber dans les bras de Sabrina, qui murmura « Tu n'as pas seulement changé la salle, Mag. Tu as changé le monde. » Plus tard dans la soirée, alors que la réception de la conférence battait son plein dans un doux brouhaha, Dominique la trouva dans le couloir à l'extérieur de la salle de bal. La foule s'était éclaircie. Maggie était seule, debout près d'une fenêtre, contemplant l'horizon. « Vous étiez brillante, » dit doucement Dominique en s'approchant lentement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Elle se tourna, sans surprise. « Vous n'êtes pas ici pour parler du discours. » Il hésita. « Non, en effet. » Sa voix était basse, presque creuse. « Je vous ai observé toute la journée. Je ne savais pas que vous aviez ça en vous. » Elle sourit faiblement, un sourire qui portait à la fois tristesse et paix. « Vous n'avez jamais essayé de le découvrir. » Il se passa une main dans les cheveux. « Pensez-vous parfois à ce que nous aurions pu être? Si je n'avais pas. Si vous ne l'aviez pas oublié, » l'interrompit-elle doucement, sa voix comme de la soie sur de l'acier. Dominique tressaillit. « Vous ne m'avez pas seulement quitté, Dominique. Vous avez quitté la version de vous-même qui aurait pu être un père. Et maintenant, j'ai construit un monde où il est célébré sans avoir besoin de votre permission. » Il hocha lentement la tête, le poids de ses mots atterrissant plus lourdement que prévu. « Je ne sais pas comment réparer ça, » murmura-t-il. Maggie le regarda, vraiment, et dit « Vous n'avez pas à le réparer. Vous avez juste à en tirer des leçons. » Puis elle passa devant lui, calme et gracieuse, ses talons claquant avec détermination. Dominique resta enraciné, fixant l'espace qu'elle venait d'occuper. Pour la première fois, il réalisa que le regret ne concernait pas ce que l'on avait perdu, mais ce que l'on n'avait jamais vraiment apprécié quand c'était encore là. Kendra ne pouvait plus respirer. Les applaudissements, la façon dont tout le monde s'était rassemblé autour de Maggie comme si elle était de la royauté, cela lui rongeait les entrailles. Toute la nuit, elle serra son verre de vin plus fort que nécessaire, affichant des sourires tandis que les invités chuchotaient à propos du projet Austin et de la vision de Maggie Carvey. Personne ne mentionna Kendra. Personne ne demanda même qui elle était. Au moment où la soirée touchait à sa fin, elle craqua. « Et maintenant ?» siffla-t-elle à Dominique dans la voiture sur le chemin de leur hôtel. « On fait tous semblant qu'elle est la nouvelle Messie ?» Dominique regarda par la fenêtre. « Elle a construit quelque chose de réel, Kendra. Ça mérite le respect. » Le rire de Kendra était sec et amer. « Oh, alors maintenant tu l'admires. Après l'avoir laissé te filer entre les doigts. » Sa voix tremblait, non de culpabilité, mais de peur. Peur que l'ascension de Maggie l'ait rendue insignifiante. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir, Kendra se tourna vers les réseaux sociaux. Dans une série de messages frénétiques, elle se déchaîna contre les femmes qui se font passer pour des victimes pour manipuler la sympathie, et les mères absentes qui réapparaissent soudainement avec des campagnes de relations publiques. La réaction fut immédiate. Les commentaires affluèrent. C'est bas. La jalousie ne vous va pas. C'est à cause de vous que des femmes comme Maggie sont réduites au silence. En quelques heures, elle désactiva son compte. Mais le mal était fait, non pas à Maggie, mais à elle-même. La nouvelle parvint aux organisateurs du sommet, et son nom fut discrètement retiré de la liste des invités pour de futures collaborations. Dominique ne la défendit pas. Il ne la gronda pas non plus. Il la regarda simplement le lendemain matin et dit « Tu t'es exposé ». Kendra réalisa, dans le silence qui suivit, que plus elle essayait de rabaisser Maggie, plus Maggie s'élevait. Et peu importe le nombre de miroirs dans lesquels elle se regardait, elle ne pouvait nier la vérité, elle avait passé tout son temps à essayer de remplacer une femme qui n'avait jamais été surclassée, seulement sous-estimée. Le matin après le sommet,
Maggie retourna à la suite de l'hôtel et trouva Austin assis près de la fenêtre, dessinant avec une concentration tranquille. Sabrina était restée avec lui pendant que Maggie présentait, et maintenant le garçon brandissait fièrement son croquis. C'était un dessin en bâton. Une femme avec des étoiles brillantes au-dessus d'elle, debout sur une scène. Maggie sourit, s'agenouillant. « C'est moi, mon cœur ?» Austin hocha lentement la tête, puis ouvrit la bouche. « Maman, fière. » Les mots, clairs, petits, magnifiques, flottèrent dans l'air comme la lumière du soleil perçant les nuages. Maggie se figea, son cœur s'arrêta. « Qu'est-ce que tu as dit ?» murmura-t-elle. Austin cligna des yeux, puis répéta avec plus de confiance. « Maman, fière. » Des larmes montèrent à ses yeux. « Oui, mon bébé, oui, je suis si fière de toi. » Elle le serra dans ses bras, son corps tremblant alors que la joie inondait chaque partie d'elle. Ce n'était pas le sommet, ni les applaudissements, ni les couvertures de magazines. Ça, c'était le moment qui comptait le plus. Sabrina jeta un coup d'œil et s'arrêta net quand elle vit Maggie pleurer sur le tapis, serrant Austin comme s'il était de l'air. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, inquiète. Maggie leva les yeux, brillant. « Il a parlé. » Sabrina, il a parlé. Sabrina laissa tomber son sac, traversant la pièce en 3 longues enjambées, s'agenouillant à côté d'eux. « Austin, peux-tu le redire ?» Austin pencha la tête, puis pointa le dessin. « Maman, fière. » Les yeux de Sabrina se remplirent instantanément. « Toi, brillant, magnifique garçon, » murmura-t-elle. Ce jour-là, ils ne sortirent pas. Ils restèrent dans la suite, étendus sur le tapis, regardant des dessins animés, coloriant et revivant ces 2 mots parfaits encore et encore. Maggie n'envoya un texto qu'à une seule personne, Clara, son ancienne amie, et envoya une note vocale, la voix pleine de larmes. Austin a parlé. Je voulais juste que tu le saches. Elle ne prit pas la peine de le dire à Dominique, non pas parce qu'elle voulait le blesser, mais parce que cette joie n'était plus à lui de la partager. Elle appartenait aux 2 personnes qui n'avaient jamais cessé de croire l'une en l'autre. 3 semaines plus tard, Maggie se tenait devant une librairie du centre-ville d'Atlanta, le souffle coupé en regardant la vitrine. C'était là, l'édition spéciale de Forbes sur l'éducation. La couverture la montrait debout dans le studio faiblement éclairé, portant le même tailleur blanc du sommet, les bras doucement croisés, et son expression calme, déterminée. Le titre disait « La femme qui a réécrit les règles », la vision de Maggie Carver pour une nouvelle génération. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle prenait un exemplaire. Une femme à proximité le remarqua. « C'est vous ?» demanda-t-elle, clairement impressionnée. Maggie hocha la tête, les joues rougissant. « Oui. » La femme sourit. « Merci pour ce que vous faites. Ma nièce va à votre centre. » Elle s'épanouit. Cela arrivait plus souvent maintenant, des inconnus la reconnaissant, la remerciant, non pas pour la célébrité ou le tape à accent grave-l'œil, mais pour l'impact. Quand Maggie retourna à son bureau au siège du projet Austin, son personnel avait décoré la salle de pause avec des ballons et de petites étoiles dorées. « À l'étoile qui a tout commencé », déclara Sabrina en levant un verre de cidre pétillant. Maggie gloussa, secouant la tête. « Vous n'aviez pas à faire ça. »« Nous le voulions, » répondit l'un des thérapeutes, parce que chaque parent qui franchit ces portes entre avec un peu moins de peur. Alors que la célébration battait son plein autour d'elle, Maggie entra dans son bureau privé et fixa la copie encadrée du magazine qu'ils avaient accroché à côté de son bureau. En dessous, elle plaça autre chose, un nouveau dessin d'Austin. Ci avait 3 personnages, lui, elle, et un cercle d'enfants au visage souriant. Au-dessus, il avait écrit en lettres tremblantes « En sécurité ici ». Maggie pressa ses doigts contre le cadre. Son fils avait trouvé sa voie, et elle aussi, non seulement pour elle-même, mais pour chaque enfant que le monde avait autrefois ignoré. La maison était immaculée, sol en marbre poli, rampe en verre impeccable, et des meubles disposés comme s'ils avaient été sortis d'un catalogue. Mais elle semblait froide, stérile. Dominique se tenait au centre du salon, fixant le canapé intact, où personne ne se blottissait jamais pour rire. Kendra avait déménagé il y a des jours, après une dispute brutale où le silence avait parlé plus fort que les reproches. Son placard était vidé, sa coiffeuse dépouillée. Et Dominique ? Il n'avait pas cessé de penser à Maggie. Non pas avec désir, non pas en fantasmant,
mais avec chagrin. Le chagrin de ce qu'il avait jeté sans jamais l'avoir vraiment tenu. La maison où il se tenait maintenant n'avait pas de jouets éparpillés, pas le doux bourdonnement d'un enfant endormi dans le couloir. Juste le silence. Il alluma la télé pour faire du bruit, mais une chaîne sur deux la mentionnait. Maggie Carver. L'impact du projet Austin sur l'éducation nationale. La vision d'une mère qui change des vies. Il éteignit la télévision, se dirigea vers la cuisine, ouvrit le réfrigérateur, le referma. Tout était là, et pourtant rien ne nourrissait. Sur la table de la salle à manger, un journal était plié sur l'article de couverture qu'il avait essayé d'éviter. Son visage le fixait, non pas la Maggie dont il se souvenait, mais celle qui était devenue quelque chose que le monde ne pouvait plus ignorer. Il prit le magazine avec des doigts tremblants et fixa l'image pendant un long moment. « Tu as toujours été plus grande que moi », murmura-t-il. Je ne voulais juste pas l'admettre. Dominique erra dans ce qui était autrefois l'ancienne chambre d'Austin. Maintenant un espace d'invité impersonnel sans aucune trace d'émerveillement enfantin. Il s'assit sur le bord du lit, se frottant les mains. Le regret s'infiltrait dans ses os. Maggie ne lui manquait pas parce qu'elle avait réussi. Elle lui manquait parce que, même maintenant, elle était toujours la seule personne qui avait jamais fait d'une pièce vide un foyer. L'inauguration du siège mondial du projet Austin attira une foule de dignitaires, d'éducateurs, de familles et de médias. Mais Maggie ne s'habilla pas pour eux. Elle portait une combinaison bleu marine fluide, ses cheveux en boucles douces, une seule broche en forme d'étoile sur son col, le symbole préféré d'Austin. Le bâtiment lui-même ne ressemblait à aucune école. Pas de lumière fluorescente dure, pas de couloir sans fin. Au lieu de cela, il contenait des salles de classe ouvertes avec des zones flexibles, des peintures murales dessinées par des enfants, des cabines de thérapie et des jardins où les élèves pouvaient planter leur propre avenir. Alors qu'elle parcourait les couloirs, la main d'Austin dans la sienne, des journalistes la suivaient, mais elle ne s'arrêta que lorsqu'une jeune fille lui tira la blouse et dit « J'aime bien ici. On dirait que je peux respirer. » Maggie s'agenouilla, les yeux pleins de larmes. « C'est exactement ce que je voulais pour toi. » Dans l'atrium central se trouvait un mur d'exposition encadré d'argent. Maggie s'approcha lentement et plaça délicatement un dessin à la dernière place. Un croquis au crayon d'une femme tenant un enfant sous un ciel d'étoiles. Austin l'avait dessiné il y a un an, quand les mots étaient encore rares. Il était autrefois froissé dans le coin d'un tiroir, maintenant encadré d'or. Au-dessus, une plaque disait « Cela a commencé avec une mère qui a refusé de laisser le monde éteindre la lumière de son fils. » La foule applaudit, mais Maggie ne se retourna pas. Elle leva les yeux vers le dessin, puis les baissa sur Austin, qui lui fit le plus petit et le plus fier des hochements de tête. Sabrina la rejoignit tranquillement, lui tendant une clé commémorative. « Tu n'as pas seulement construit une école, dit-elle. Tu as construit un mouvement. » Maggie sourit, les émotions gonflant dans sa poitrine. « Non, j'ai juste construit ce dont j'avais besoin, et ce qu'il méritait. » Alors qu'il se tenait sous ce mur de rêves encadrés, l'avenir ne ressemblait plus à quelque chose qu'elle devait poursuivre. Il était là, entre ses mains, et il ressemblait exactement à son fils. Voici le verset de la Bible pour l'histoire, elle a été rejetée comme un vêtement usé, mais le Seigneur l'a revêtue de dignité et de force. Des cendres du rejet, elle s'est relevée, et son enfant l'a proclamée bienheureuse. Inspiré par Proverbe 31, versets 25 et 28, et Ésaïe 61, verset 3. Morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais la force tranquille de la femme qui choisit son enfant plutôt que les applaudissements. Le monde peut l'ignorer, se moquer d'elle ou la remplacer, mais dans le silence du sacrifice, elle devient inarrêtable. Le plus grand pouvoir ne vient pas de la vengeance. Il vient du fait de s'élever avec un but, de guérir avec grâce et de diriger avec amour. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.